Merci beaucoup, Shanghui, pour toutes ces informations. Nous enchaînons avec l'interview sur notre plateau. Monsieur Sun, lors de la première moitié de l'année 2019, le président chinois Xi Jinping a effectué un nombre record de déplacements à l'étranger. Que pensez-vous de ces fréquentes visites d'État? Vous savez, aujourd'hui, nous traversons une période pleine de changements et de bouleversements dans le monde, et jamais connue depuis un siècle. Il est donc très important d'avoir des échanges entre les divers pays pour pouvoir trouver des solutions à ces problèmes. Vous savez, donc, la Chine, en tant qu'un grand pays dans la communauté internationale, poursuit toujours sa politique extérieure de développement, de paix, d'ouverture et de paix. C'est pourquoi donc récemment on voit donc cette fréquence jamais vue de visites à l'étranger, mais c'est très important. Cela montre la nécessité de procéder à des échanges entre les divers pays et surtout entre leurs chefs d'État pour essayer de discuter des grands dossiers dans les relations internationales. Vous voyez donc, dans les visites effectuées par le président Xi Jinping dans les différents pays, ils ont donc des systèmes sociaux, des cultures et des niveaux de développement différents. Mais partout où le président Xi est allé, il s'est toujours prononcé pour le renforcement de la compréhension entre les pays, pour donc l'intensification de la coopération donc entre les divers pays et aussi pour donc les efforts de maintenir l'ordre international basé sur l'équité et la justice. C'est pourquoi donc on dit que la Chine a besoin du monde et le monde a également besoin de la Chine. C'est pourquoi donc on voit partout où il est allé, il a fait l'objet d'un accueil chaleureux. Alors, quels sont les progrès réalisés au cours de ces 5 visites et quelles sont les idées diplomates illustrées par le biais de ces visites d'État, selon vous? On peut dire que toutes ces visites ont été couronnées de succès. Vous savez, pendant sa visite en Europe, il a eu des rencontres avec les dirigeants de l'Italie, de la France, de la principauté de Monaco. Prenons exemple, en Italie, les deux gouvernements ont signé le mémorandum d'entente sur la participation de l'Italie à la construction de la ceinture et la route. Et les deux pays ont également signé des contrats. On a signé donc 19 contrats portant donc une valeur de 3 milliards de dollars américains. Les deux gouvernements ont également décidé de lancer le plan d'action de 3 ans sur la coopération économique et commerciale entre l'Italie et la Chine. Et en France, les chefs d'État des deux pays ont eu des entretiens fructueux. Et on a publié la déclaration conjointe sino-française qui souligne l'importance de promouvoir le multilatéralisme, de promouvoir la mondialisation, de promouvoir la construction d'une économie ouverte et la facilitation du libre-échange. Voilà, donc toutes ces citations sont très importantes. Et les deux pays ont également signé donc des accords très importants et des documents qui portent sur les relations dans les divers secteurs, comme économique, comme commercial, scientifique, culturel, etc. Et tout à l'heure, on a parlé donc des contrats qu'on a signés entre les deux pays, qui ont une valeur totale de 40 milliards de dollars américains, dont le seul contrat portant sur l'achat par la Chine de 300 avions Airbus a une valeur de 30 milliards de dollars américains. Et en Russie, le président chinois et le président Vladimir Poutine ont eu des entretiens également très importants dans lesquels il a souligné que les relations entre les grands pays concernent la stabilité stratégique dans le monde. C'est pourquoi tous les grands pays doivent donc assumer une responsabilité spéciale à cet égard. Et le président Xi Jinping a eu également une rencontre avec le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, lors donc, du sommet du G20 à Osaka. Et les deux hommes sont parvenus à un consensus très important de 10 points pour améliorer et développer les relations entre la Chine et le Japon. Voilà, donc on peut dire que toutes ces visites ont eu des succès et cela illustre également
la pensée de Xi Jinping sur la diplomatie, de renforcer la compréhension, d'intensifier la coopération et de préserver la paix dans le monde. Comme vous avez dit, en fait, en plus des visites d'État au cours des six premiers mois de l'année 2019, le président Xi a présidé ou participé à 3 événements organisés par la Chine, tels que le Forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale. Et quel est l'impact de ces événements organisés par la Chine avec une influence internationale, bien sûr? En effet, on a organisé plusieurs manifestations très importantes en Chine pendant ces derniers mois. Il s'agissait donc du 2e forum de la ceinture et la route sur la coopération internationale, l'exposition internationale d'horticulture et la réunion du dialogue sur la civilisation asiatique. On voit que toutes ces manifestations avaient un thème similaire, c'est-à-dire promouvoir la coopération gagnant-gagnant et l'inspiration mutuelle culturelle. Vous savez, sur la planète où nous vivons, il existe de multiples civilisations et des cultures différentes, et chacune d'entre elles possède ses propres originalités et ses propres avantages. C'est pourquoi donc le respect réciproque favorise la compréhension et l'inspiration mutuelle contribue au progrès de l'humanité. Voilà, donc on peut voir que à travers toutes ces manifestations, on pourrait donc trouver vraiment donc les atouts et les avantages chez ses voisins. On pourrait donc promouvoir la compréhension entre les peuples. Cela donc est favorable à la paix mondiale. Bien sûr. Et le président chinois Xi Jinping a proposé plusieurs idées, dont, par exemple, l'initiative Ceinture et Route et la construction d'une communauté de destin pour l'humanité. Comment ces initiatives ont-elles été reçues par la communauté internationale, à vos yeux? Je veux dire que donc cette initiative et aussi donc la vision sur la construction d'une communauté de destin pour l'humanité ont trouvé un écho favorable et un accueil général sur le plan international. Vous savez donc le 2e forum de la ceinture et la route sur la coopération internationale a eu lieu il y a quelques mois à Pékin. Plus de 39 chefs d'État et de gouvernement ou responsables d'institutions internationales sont venus participer à ce forum, avec au total plus de 6000 invités venant de 150 pays et de 92 organisations internationales. Voilà, on peut voir que vraiment donc cette idée est largement partagée donc dans le monde. Pendant ce forum-là, donc les invités ont eu des échanges de vues sur une série de questions concernant la coopération internationale dans les divers secteurs, sur la réalisation du développement durable, sur l'interaction entre les différentes cultures et sur les échanges entre les peuples. Et on a également signé beaucoup de documents et des accords et des contrats. Au total, on a signé plus de 280 contrats avec une valeur de 64 milliards de dollars. Voilà, donc on peut dire que c'est un grand succès. C'est un grand succès. Vous savez, depuis donc, le lancement de cette initiative il y a plus de 5 ans, on a déjà connu beaucoup de résultats remarquables. Vous savez, donc 82 parcs industriels ou bien zones spéciales de coopération ont déjà été créés dans les pays concernés, en Asie, en Afrique, en Europe aussi, avec la création de plus de 300 000 postes d'emploi. Et 14 000 de trains de fret direct ont été opérés reliant la Chine et 49 villes. Voilà, avec donc 49 villes dans 15 pays européens. Vous savez, l'année dernière, le volume total des échanges commerciaux entre la Chine et ces pays concernés a atteint 6 000 milliards de dollars américains. Je suis sûr que avec la participation d'un nombre toujours plus grand de pays à la construction de cette ceinture et la route, on prévoit que cette initiative jouera encore un rôle toujours plus important dans le renforcement du commerce international, dans la réalisation du développement durable et aussi dans la préservation de la paix dans le monde. Bien sûr. Et les États-Unis ont vu lors de ces dernières années ces politiques dans de nombreux domaines basculer dans l'unilatéralisme. Et alors qu'en revanche, la Chine a défendu un développement basé sur le
bilatéralisme ou le multilatéralisme. Alors, selon vous, quelle est la signification de cette ouverture choisie par la Chine? Ces dernières années, on a vraiment constaté un retour de l'unilatéralisme et du protectionnisme commercial. Vous savez, donc, il s'agit d'une tendance qui est contre la mondialisation. C'est pourquoi donc il est impopulaire. Contre la tendance du monde. Voilà, il est impopulaire, donc il a suscité des préoccupations et il a soulevé également une opposition générale dans le monde. Le multilatéralisme, vous voyez donc, est conforme à la tendance de l'histoire de notre époque. C'est pourquoi, vous voyez, pendant donc les visites à l'étranger et surtout dans les entretiens entre le président Xi Jinping et les autres chefs d'État, ils ont fait entendre une voix commune de maintenir le système international axé sur les Nations Unies, l'ordre international basé sur les règles et aussi donc les règlements du libre-échange axés sur l'Organisation mondiale du commerce. Donc le multilatéralisme vraiment donc est conforme à la tendance de l'histoire d'aujourd'hui. C'est pourquoi la Chine a choisi et soutient fermement donc le multilatéralisme et tient à assumer pleinement sa responsabilité dans cet égard. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Sun, d'avoir participé